Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des histoires secrètes. Donc un podcast où je vous raconte des anecdotes historiques méconnues, où j'interviewe des spécialistes et des témoins de l'histoire. Et aussi où j'organise un talk show où j'invite 3 participants à deviner des anecdotes et à jouer à des jeux sur l'histoire. Donc j'espère que vous serez les prochains à participer. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver. J'ai un petit peu changé de mentalité dans le podcast. En fait, je suis un animal social, j'en ai marre de faire les trucs seul. Donc quand je trouve un sujet dont j'ai envie de vous parler, je décide maintenant d'inviter des spécialistes de ce sujet pour échanger avec moi. Et donc c'est le cas aujourd'hui. On va parler d'un homme qui s'appelle Nestor Makhno. Et pour en parler, j'ai avec moi Édouard Jourdain. Bonjour Édouard. Bonjour. Comment tu vas ? Écoute, très bien. Ravi de parler de ce personnage qui est injustement méconnu. Donc, je suis ravi d'être sur ta chaîne. Eh ben génial. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Je commence par te présenter quand même un petit peu et tu vas compléter la présentation parce qu'il y a un intitulé que j'arrive pas à dire. Donc Édouard, tu es maître de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest. Tu es aussi chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales. L'École des hautes études en sciences sociales. Et tu es auteur et co-auteur de plus de 15 ouvrages. Est-ce que c'est juste à peu près ? Je les compte plus, je t'avoue. Tu les comptes plus. T'es prolifique. J'ai hésité à te présenter comme ça ou en disant simplement bonjour Édouard, tu es passionné d'anarchisme. On peut dire ça aussi. À peu près ça, et des mouvements libertaires aussi, je voulais le rajouter. Donc voilà, en tout cas, encore une fois, bienvenue. Donc pour présenter un peu le sujet du jour, on va parler donc de Nestor Makhno, un révolutionnaire anarchiste ukrainien qui se battait il y a 100 ans pour une Ukraine libre et autodéterminée. Est-ce que le terme peut être... Oui. Ouais. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, bien sûr, hein, c'est toi le spécialiste. C'est un sujet qui... Alors, comme tu l'as dit, très méconnu, donc je suis content qu'on en parle, mais qui revient un peu dans l'actualité parce que le village d'origine de Makhno en Ukraine n'est pas loin du front et il représente, dans la culture populaire ukrainienne, en tout cas il se remet, j'ai l'impression, à représenter quelque chose, donc on le réévoque un petit peu, mais encore pas assez, donc c'est pour ça que je suis content qu'on en parle aujourd'hui. Éventuellement, est-ce qu'on pose une petite base historique ensemble pour que nos auditeurs et auditrices puissent suivre le débat. Donc on est en Ukraine au début du XXe siècle. Ouais. On est dans un contexte de révolution russe. Et donc en Ukraine, il y a plusieurs acteurs. Il y a les Blancs, ce qu'on va appeler pendant cet épisode les Blancs, donc les Russes blancs, qui sont en fait des Russes qui veulent voir le retour du tsarisme, donc de l'impérialisme russe. Il y a les Rouges, donc les bolcheviks de Lénine, qui veulent donc maintenir la révolution et s'assurer que les Russes blancs ne reviennent pas au pouvoir. Mais il y a aussi les Austro-Allemands, qui occupent une partie de l'Ukraine. Pour l'instant, pas de bêtises ? Non, c'est bon. Alors, à partir du traité de Brest-Litovsk... 1918. Pour mettre fin à la Première Guerre mondiale. Parce que les Russes, ils sont rincés et Lénine... fait en sorte de sortir de la guerre. C'était aussi une des promesses des bolcheviks. Et donc, ce traité de Brest-Litovsk, il y a certains points sur lesquels ils ont négocié. Et un de ceux qu'ils ont concédé, c'est que les Austro-Hongrois et les Allemands puissent envahir l'Ukraine. Donc on a une Ukraine qui est en partie occupée par les Austro-Allemands. Donc ça fait beaucoup d'acteurs en Ukraine à ce moment-là. Et on a aussi Makhno. Alors, avant de se lancer vraiment dans l'épisode, je voulais quand même partager cette petite anecdote de comment j'ai découvert Makhno, pourquoi on en parle, et c'est aussi la première question que je te poserai après. Moi, j'ai découvert Makhno via une chanson qui s'appelle la Makhnovtchina. Donc moi, c'est la version de Jacques Marchais et de Vanessa, je ne sais plus comment. Je vous passerai si vous entendez un extrait, là, quand vous écoutez ce podcast, c'est que j'ai eu les droits pour vous passer un petit moment de la chanson. Sinon, je vous la sous-titrerai peut-être un petit peu. Donc, dans cette chanson, on parle d'une armée en Ukraine qui combat les rouges et les blancs, donc les Russes bolcheviques et les Russes qui veulent revoir le tsar. Donc, c'est quelque chose qui m'a frappé. Donc, je me suis dit, mais il y a forcément un truc derrière. Et en creusant, je me suis dit, mais il faut que j'en parle dans le podcast. Donc, c'est aussi ma première question. Comment, toi, Édouard, tu découvres Makhno et pourquoi tu as eu envie d'en parler et d'écrire un livre ? Alors, comment moi j'en suis venu à connaître Nestor Makhno ? Alors, ça remonte maintenant il y a un petit moment, parce que j'avais 15 ans et je m'intéressais déjà beaucoup à cette époque à l'anarchisme. Et Nestor Makhno, c'est une des figures historiques centrales de l'anarchisme. Alors, il y a beaucoup de penseurs de l'anarchisme, on pourrait y revenir un petit peu si tu veux. Mais il y a aussi des acteurs révolutionnaires très importants. Et Nestor Makhno, c'est le premier véritablement à conduire une révolution anarchiste. Donc à agir en fait, pas juste à théoriser. Pas juste à théoriser, exactement.
Et donc, à ce niveau-là, ça m'intéressait beaucoup. Et je suis tombé dans une librairie un petit peu par hasard sur une biographie très documentée, très universitaire d'un grand auteur qui est mort il y a quelques années maintenant, qui s'appelait Alexandre Skirda, qui lui-même est d'origine ukrainienne et qui a écrit un très beau livre intitulé Nestor Makhno aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce personnage. Alors, au début, je voulais en faire un roman quand j'avais 20, 30 ans, etc. Et puis bon, je me suis aperçu que j'avais peut-être pas les talents de romancier adéquats. Donc j'en suis revenu à un principe de réalité qui est plus celui de l'essayiste ou de l'universitaire, mais je voulais en faire quelque chose qui soit accessible à tous. Et les années ont passé jusqu'à ce moment qu'on connaît tous, qui est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment quand même de m'y mettre et d'écrire un truc sur ce personnage? Et il y a eu un autre élément aussi qui a été déterminant, c'est la publication des mémoires du chef d'état-major de Nestor Makhno, qui s'appelait Victor Bellache, et qui représente une somme monumentale de plus de 1000-1500 pages, et qui raconte aussi avec plein d'anecdotes cette révolution. Et donc, ces deux éléments, cet élément conjoncturel de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et cette publication qui n'avait pas été intégrée par Alexandre Skirda, notamment, m'ont fait dire, allez, je m'y mets et j'essaie d'en faire quelque chose. Ok, super. Donc oui, en fait, je savais pas, je me suis gardé la surprise de cette question aussi pour l'épisode. Mais donc, ça fait très longtemps que tu connais Makhno, quasiment 30 ans en fait, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Comment tu présenterais Nestor Makhno à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qui ne le connaît pas? Si tu devais dire en quelques phrases qui était Nestor Makhno, avant qu'après nous on rentre dans l'anarchisme et dans sa vie, qu'est-ce que tu dirais de lui? Alors, en quelques mots, déjà, Nestor Makhno, c'est pas un intellectuel à la base. C'est quelqu'un qui est d'origine paysanne. Il y a quelques rares théoriciens anarchistes d'ailleurs qui l'ont été, comme Pierre-Joseph Proudhon, que je connais bien par ailleurs. C'est quelqu'un qui a mis en acte un idéal, qui est l'idéal anarchiste, qui consiste, pour faire vite, à concevoir une société autogérée, la plus démocratique possible. Parfois on parle de démocratie directe, mais c'est pas que politique, c'est aussi l'idée que la production, donc en termes économiques, que la production puisse être autogérée par les travailleurs, les villageois, etc., pour répondre à des besoins réels. Donc l'anarchisme, ça va être l'idée que la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir des individus, des gens, du peuple, puisse véritablement s'exprimer, qu'il y ait une véritable capacité des individus sur les prises de décisions collectives. Et donc ça suppose que, notamment, qu'il n'y ait pas d'État surplombant qui va décider à ta place. Ça veut dire qu'il n'y a pas de système capitaliste dont la finalité, c'est de faire toujours plus de profit avec la propriété qui n'est que dans la main de quelques-uns. Donc là, la propriété est partagée, notamment, et les prises de décision sont faites en commun. Donc c'est cet idéal d'une société anarchiste qu'il va tenter de mettre en application dans le contexte de l'Ukraine. Et comment et à quel âge il arrive, donc il est confronté à cette nouvelle pensée, parce que ça a forcément dû se construire en étant confronté à quelque chose. Alors souvent, quand on amorce une pensée, il y a un événement presque existentiel. Alors chez Makhno, qui lui est d'origine paysanne, très vite il est employé dans une écurie avec des grands propriétaires terriens. Et à un moment, il a un de ses camarades qui se fait vraiment battre violemment par un des fils du propriétaire terrien en question. Là, on est en Ukraine, on est dans la campagne ukrainienne. Nestor Makhno, il naît en 1888, exactement. Donc, il a 13 ans à l'époque. Donc, on est si mes calculs sont bons, on est en 1901. Et donc, il voit ce pauvre bougre se faire agresser, littéralement. Et là, heureusement, il y a un autre de ses employés, un autre employé qui vient aider le pauvre garçon en question.
Et là, vraiment, il a ce sentiment d'injustice qui est fait par la classe des propriétaires terriens, qui se sent vraiment sans aucune limite et qui est dans un arbitraire de violence complètement démesuré. Et la personne qui a sauvé le garçon en question dit à Nestor Makhno, en lui tendant une fourche, « Écoute, ne te laisse jamais faire comme ça. Si à un moment, tu as un propriétaire terrien qui te maltraite, tu lui balances cette fourche dans la figure. » Bon. Et ça a énormément marqué Makhno, qui jusqu'à la fin de sa vie avait toujours un outil à ses côtés pour se défendre. Je comprends mieux quand tu commences comme ça à 13 ans, pourquoi tu ne deviens pas un théoricien, mais tu deviens plutôt quelqu'un qui lutte, vraiment là, quelque chose un ancrage concret, physique. Là, on est dans le concret pur et dur. Et alors... Dès l'âge de ses 15 ans, il va aussi commencer à s'intéresser aux théories anarchistes sur lesquelles il tombe dans des bibliothèques populaires, dans son petit village qui s'appelle Gouliaï-Polier, hein, donc dans le centre de l'Ukraine, un petit peu au sud-est, dans la zone de Zaporijja, etc. Et il s'acoquine avec un certain nombre d'autres anarchistes de son village, avec lesquels il va commencer par faire ce qu'on appelle le coup de force ou l'action directe, l'action par le fait, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à attaquer des banques, il va être mis en prison, etc. Alors, c'est pas du banditisme au sens gangster, mais ça va être plus en mode Robin des Bois, c'est-à-dire reprendre de l'argent pour le redistribuer ou pour financer le mouvement révolutionnaire. C'est pas pour s'enrichir. C'est pas pour s'enrichir personnellement. C'est dans un idéal supérieur. Exactement. Mais donc, à cause de tout ça, il va être mis en prison. Et c'est en prison qu'il va faire des rencontres aussi qui vont le forger encore un peu plus intellectuellement, matière révolutionnaire, etc. Et notamment, c'est là-bas qu'il va rencontrer un de ses amis de longue date, qui va le suivre tout au long de cette épopée révolutionnaire, qui s'appelle Pierre Archinov, et qui va écrire notamment un livre sur ce qu'on appellera plus tard la Makhnovtchina, c'est cette épopée de Makhno révolutionnaire. Et donc, il va le former aux thèses anarchistes et notamment aussi aux thèses d'un grand théoricien anarchiste, lui aussi d'origine russe. Alors bon, on pourra discuter aussi d'ailleurs de cette différence entre les Russes et les Ukrainiens, qui est déjà très marquée quand même à l'époque, même si beaucoup d'Ukrainiens parlent russe. Mais donc, ce Pierre Kropotkin, qui est encore vivant, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, qui à cette époque est encore à Londres, mais qui va revenir à ce qu'on appelle à l'époque Pétrograd. Ce Pierre Kropotkin, c'est un des grands théoriciens de ce qu'on appelle l'anarcho-communisme, avec cette idée de mise en commun, surtout ne pas passer par l'État pour faire la révolution, donc l'idée d'une révolution et d'une autogestion directe, donc sans passer par l'État. Et donc il apprend aussi dans les livres de Kropotkin toutes les théories anarchistes notamment. Et tout ça en prison. À quelle date il sort de prison et qu'est-ce qu'il décide de faire? Parce que donc il s'est instruit en fait en prison au contact donc d'Archinov et de ses lectures, parce que c'est ce que je lis aussi dans ton livre, c'est qu'en fait il trouve la liberté en prison par l'apprentissage, les lectures et l'écriture aussi. Il me semble que tu dis dans le livre qu'il écrivait beaucoup. Comment, en sortant de prison, il décide de matérialiser ça? Alors pour nos auditeurs, je le précise, il sort de prison donc en 1917. Exactement. Quand il y a la révolution qui renverse les tsars en Russie, donc menée par Lénine. Donc à ce moment-là, forcément, les opposants au tsarisme sont libérés de prison. Donc on apprend je ne vais pas tout spoiler, mais on apprend dans le bouquin que ça ne se passe pas si simplement que ça, mais en tout cas, il finit par être libéré. Et une fois qu'il est libéré en 1917, qu'est-ce qu'il fait de ces apprentissages qu'il a eu en prison et de comment il a envie de matérialiser en fait pour son pays ce qu'il a appris? Alors la première chose qu'il fait déjà, c'est de rentrer dans son village, donc à Gouliaï-Polier. Et là, il y a une effervescence de dingue quand même, parce que ça pète de partout. Et évidemment, il y a des transmissions très importantes, même pour l'époque, de ce qui se passe en Russie.
Et il y a une déstabilisation aussi en Ukraine où il y a des socialistes révolutionnaires, des bolcheviks, il y a les Blancs qui se réveillent aussi. Donc, dans cette effervescence, Makhno, il dit, bon, bah, nous aussi, il faut y aller là. Et il a un certain nombre de copains anarchistes avec qui il reforme un groupe. Et là, ils disent, bah, on va lancer un congrès à Gouliaï-Polé, alors en villageois, à Gouliaï-Polé, en réunissant tous les villageois, et pour leur dire, bon, bah voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous propose qu'on se réapproprie les terres, qu'on exproprie les grands propriétaires, etc. Et alors, au début, il est un petit peu décontenancé parce que en fait, les villageois, bah, ils sont pas super chauds. Enfin, ils ont peur. Ils disent, bah ouais, enfin, t'es gentil, mais concrètement, c'est quoi? On débarque chez les proprios mais on va se faire. On dit c'est à nous maintenant. On dit c'est à nous maintenant comment ça marche? Donc, il y a une peur de la lutte armée de la part des villageois. Il y a une peur, et puis il y a quand même toujours une police, une armée, même si elle est très, très désorganisée. Et donc, en fait, les gens, ils sont quand même assez frileux. Alors, Makhno, il dit, bon, ok, on va pas peut-être faire le coup de force tout de suite, trop à la bourrin, mais quand même, pensez-y, etc. Et puis, surtout, les gens aussi, ils savent pas vraiment trop comment s'y prendre. Et c'est ce que va reprocher aussi Makhno, d'ailleurs, aux Russes, c'est de dire, mais envoyez-nous des anarchistes pour nouer des contacts, aider les gens à s'autogérer, etc. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de rupture. C'est super important. Il n'y a pas de rupture entre les bolcheviks. Donc, on va simplifier et dire les partisans de Lénine, donc les rouges. Il n'y a pas de rupture entre eux et Makhno. Il n'y a pas une communication à proprement parler entre les bolcheviks et Makhno. Mais quand je parle des Russes, je parle des anarchistes russes. Parce qu'il y en a énormément à Moscou. Et donc Makhno, il dit, bah, évidemment, notre boulot, c'est pas de redevenir chef à la place des chefs. Justement, l'anarchiste, c'est aussi ça, c'est quand les gens se prennent en main. Mais en fait, là aussi, il est confronté à un truc très concret, c'est que comment on passe du jour au lendemain à une forme de servitude, à une forme d'esclavage où en fait les gens n'ont pas appris en réalité à s'auto-gouverner. On leur a toujours dit quoi faire et comment. Et donc c'est très dur en fait pour les gens de passer d'un régime de servitude à un régime de liberté. Et donc, il se rend compte que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et que c'est aussi un apprentissage et qu'il faut accepter ça. Donc, il faut y aller un petit peu mollo au début. Mais en réalité, les événements vont faire que ça va un petit peu se précipiter. Et notamment, avec l'occupation austro-hongroise et allemande, là, il y a vraiment un régime très autoritaire qui commence à se mettre en place. Donc, en Ukraine. En Ukraine. Donc là, en plus, il y a le facteur... en plus, c'est des étrangers. Hein, donc avant, il y avait une servitude qui se faisait au sein du pays ukrainien, mais bon, relayée quand même en grande partie par des Ukrainiens. Et là, en plus, c'est des étrangers. Donc là, les habitants de Gouliaï-Polé disent, ouais, non, là, à un moment... c'est l'aubaine presque pour Makhno, parce que lui, ce qu'il a envie d'amener, c'est de faire tomber l'État et que les paysans, donc parce que ça commence avec les paysans, puissent s'autodéterminer. Donc c'est encore plus simple à faire rentrer dans l'esprit des gens quand la forme de l'État, l'oppresseur, l'occupant est étranger. Devient vraiment là insupportable. Et donc là, ça va aider aussi à ces formes révolutionnaires anarchistes. Et donc là, vont se constituer des groupes armés qui va constituer. Alors juste d'ailleurs, pour la petite anecdote, à un moment, il y a des personnes de son village, des jeunes notamment, qui le soupçonnent, Makhno, d'être un agent allemand. Et donc, il l'invite à faire la fête dans un bois, mais pour le zigouiller. Et en fait, lors de cette fête, Nestor Makhno fait toute une tirade anarchiste, révolutionnaire, etc. Et là, les jeunes, ils disent « Mais Banco, t'as trop raison, en fait. Allons-y. » Et donc, il lui avoue que, en fait, on comptait te zigouiller, mais en fait, on va te suivre. Donc, on veut bien que tu sois notre leader, en réalité. Et c'est à partir de ces jeunes qui voulaient le zigouiller qu'il va constituer son noyau armé, en fait. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Et c'est toute la
parce que j'ai lu ton livre qui était passionnant, c'est toute la complexité politique à laquelle Makhno se confronte. C'est que avec ses talents d'orateur et je pense sa conviction profonde de ce qu'il avait envie de mettre en place, il arrive à fédérer les gens qui lui disent mais on te suit, mais si on le suit, ça veut dire que c'est un leader qui décide, alors que lui, il veut que les gens s'autodéterminent. Il y a une complexité là-dedans. Il y a toujours cette ambiguïté, alors qui va être en effet dans les moyens révolutionnaires, mais qui sont dus justement à cet état dont je te parlais, qui est ce passage de la servitude à la liberté, qui ne se fait pas du jour au lendemain. Makhno va même être affublé du terme Baktko, qui veut dire père, petit père en ukrainien. Donc il y a quelque chose presque de paternaliste. Et lui-même était très mal à l'aise avec ce terme. Et il disait à ses camarades, mais pourquoi les gens ils m'appellent comme ça? J'ai pas envie qu'ils m'appellent comme ça, etc. Et on lui répondait, mais écoute, non, c'est simplement une marque de reconnaissance, t'inquiète pas, etc. Bon. Et en fait, lui, son travail, ça va, notamment, c'est jamais un chef politique à proprement parler. C'est avant tout, si on veut parler de chef, à la limite, c'est plus un chef d'armée, notamment. Et c'est là où il va être central. Mais en termes politiques, lui, ce qu'il va essayer de mettre en place, c'est d'être avant tout, une sorte de facilitateur, de personne qui fait des connexions, qui met en lien les gens. Ça va être ça son gros travail politique. Et c'est pour ça que Nestor Makhno, très vite, en fait, il va aller de village en village et de ville en ville pour permettre la coordination des gens. Mais les gens, en fait, très vite, notamment via des congrès, des conseils, etc., avec des discussions, ils vont très vite commencer à décider collectivement des orientations à prendre en termes de ravitaillement, d'orientation stratégique par rapport aux Blancs ou aux bolcheviks, etc. Donc il insuffle il lui-même se dit là pour insuffler le vent. Il impulse. Voilà. Il impulse, mais une fois qu'il a impulsé, il laisse les gens gérer. En tout cas, dans l'idéal, il essaie de faire en sorte que ce soit de la sorte. Et est-ce que plus le temps avance, plus c'est simple? Parce que plus le temps avance, c'est comme pour tout dans la vie, en fait. Plus il peut dire, regardez, je suis passé par ce village, ce village, ce village, ce village. Eux l'ont fait, eux s'autodéterminent. À vous, exactement. Est-ce que plus le temps passe, plus c'est simple à faire En tout cas, en termes d'organisation, il y a des améliorations, et notamment par l'exemple. C'est très bonne... ce que tu décris est tout à fait juste. Donc il y a l'exemple qui compte beaucoup, c'est-à-dire que regardez dans telle ville ou tel village comment ils s'organisent, alors notamment par les corps de métier. Donc il y a les paysans, mais il y a aussi des ouvriers, des artisans. Il y a une organisation très importante, notamment entre ceux qui sont dans le métier du bois ou les trains, qui sont un aspect fondamental, notamment dans le contexte de guerre civile, où l'acheminement notamment des soldats est très important. Donc, en effet, l'organisation, c'est plutôt quelque chose qui s'améliore. Mais cette organisation, elle va être mise à mal par plusieurs éléments, sans compter même la guerre. Ce à quoi ils vont être très confrontés, un exemple très simple, par exemple l'échange de marchandises. Parce que les anarchistes sont pas du tout contre l'idée d'un marché non capitaliste, c'est-à-dire tout simplement l'échange de biens et de services. Bon. Et très vite, ils se mettent en lien avec des villes en Russie pour échanger du bois, par exemple, contre des tissus. Bon. Et donc, ils organisent des convois pour échanger ces marchandises. Avec les bolcheviks, donc. Ou avec les anarchistes en Russie. Avec des communes, alors qui sont dirigées très souvent en 1918, c'est encore un petit peu chaotique. Souvent, il y a des mix avec des socialistes révolutionnaires, des anarchistes, des bolcheviks. Bon, ça peut dépendre. Mais en tout cas, ils trouvent des localités qui sont d'accord pour échanger des produits. Mais, en effet, le problème qui va très vite se poser, c'est que Moscou, avec à sa tête les bolcheviks, disent « attendez les gars, nous, on n'a pas dit que vous aviez le droit d'échanger ces biens. Vous avez le droit d'échanger que si nous, on dit que vous avez le droit. » Et donc, très vite, ils vont être confrontés à la bureaucratie centrale du parti bolchevique qui va reprendre, en fait, le lead de la révolution de manière autoritaire. Et ça, évidemment, les anarchistes, ils s'opposent à cette idée-là.
Alors pour l'anecdote là des tissus qui avaient été bloqués, finalement les bolcheviks ont été obligés de revenir dessus parce que les tissus avaient déjà été payés. Donc ils ont dit ok, c'est bon, ça a été payé, mais recommencez pas. Pour cette fois ça passe. Bon. Mais voilà, ça c'est un petit exemple très concret de choses qui pouvaient un petit peu mettre à mal aussi leur idéal d'organisation. Tu as parlé de Makhno comme chef de guerre et que c'était une part très importante de sa lutte en Ukraine. Donc, comment ça se passe quand on veut mener une révolution, mais qu'il y a de l'autodétermination? Est-ce qu'on peut mobiliser les gens? Est-ce qu'on fait appel au volontariat et dans ce cadre-là, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il a réussi à fédérer? Et puis, je pense que les gens se poseront la même question que je me suis posée en lisant le livre. Est-ce que son armée était importante pour faire une différence en Ukraine entre les rouges, enfin les bolcheviks, les Russes blancs, etc. Alors, souvent les anarchistes, ils sont un petit peu mal à l'aise avec cette question-là parce qu'on a souvent cette idée d'un anarchisme qui est pacifiste, anti-armée, etc. Alors le paradoxe, c'est que dans la plupart des révolutions anarchistes, ce sont des révolutions armées. Avec toujours cette question, notamment du chef, de la violence, etc. Bon. Dans le contexte de la guerre civile russe, très vite, Nestor Makhno, lui, il est une sorte d'instinct de chef militaire. Ça, c'est très clair. Et aussi bien les Blancs que les Rouges, les bolcheviks, vont le reconnaître comme un grand stratège et un grand tacticien. Alors, à l'origine, le recrutement est volontaire. Okay. Donc on part du principe qu'une armée anarchiste, en effet, si c'est évidemment mieux que ce soit volontaire si on veut respecter les principes. Bon. De manière un peu plus concrète et un peu plus nuancée, il y a en tout cas une très grosse pression auprès des individus pour qu'ils s'engagent dans cette armée anarchiste, en tout cas dans les territoires qui sont sous administration anarchiste. Parce que les mecs qui vont pas s'engager, on va leur dire mais pourquoi, t'es un lâche, tu veux rester dans ton coin tranquille, avec voire même peut-être pourquoi pas des soupçons d'être contre-révolutionnaire ou pas d'accord avec la révolution. Bon bref. Donc du coup il y a quand même, on est dans un climat tendu où la liberté elle est pas totale non plus. D'un point de vue aussi purement anarchiste, si on prend l'exemple de la liberté, il y a cette idée qu'il faudrait par exemple une liberté d'opinion ou de la presse totale. Oui. Bon. Alors les bolcheviks par exemple sont beaucoup plus autoritaires et restreints, c'est-à-dire qu'il n'y a que de la presse bolchevique qui est autorisée. Les anarchistes, ils disent non, il faut la liberté d'opinion, mais en réalité quand on voit les faits, ça demeure un spectre révolutionnaire, c'est-à-dire que ça va des bolcheviks aux socialistes révolutionnaires, voire socialistes révolutionnaires de droite, parce que ça existe aussi, en passant par les anarchistes. Mais pour être honnête, il n'y a pas de presse tsariste sur les territoires makhnovistes. Ils sont quand même en guerre contre Dénikine, un général blanc. Donc alors après, on peut imaginer que dans une période de paix, ce soit un petit peu différent, et c'est évidemment souhaitable. Mais il y a quand même ce contexte qui limite un certain nombre d'options. Alors son armée, elle va être caractérisée déjà par une chose, c'est qu'elle est très fluctuante. C'est-à-dire qu'il y a, on parle même pas d'années, là on parle de mois, où parfois ils peuvent être 10 000 combattants, et en quelques mois de plus, ils peuvent être, alors à son acmé, fin 1919, ils sont 250 000, ce qui est quand même assez important. On n'est pas sur des petits bataillons. En plus de 150 000 volontaires, plus ou moins. Alors, il y a une pression, même sociale, je pense, avec les autres anarchistes. Mais alors, du coup, c'est pour ça aussi que c'est une armée qui marche très bien. Oui. C'est que c'est pas des tirs au flanc ou des mecs qu'on... C'est pas des mobilisés de force à 17 ans, des bolcheviks. Pousse à la baïonnette en disant « Allez, vas-y ». Non, c'est quand même des personnes qui ont aussi une certaine foi chevillée au corps, qui croient en leur idéal, qui croient à l'émancipation, etc. Et donc, ils sont convaincus de leur juste combat. Alors, il y a cette armée qui est quand même
assez importante pour une armée révolutionnaire anarchiste. Et il y a un autre élément aussi qui va être très singulier dans leur armée, c'est que c'est une armée qui se déplace très vite. Et ça va donner beaucoup de fil à retordre, aussi bien aux blancs qu'aux rouges. Et notamment, Nestor Makhno a inventé une sorte de machine de guerre qu'on appelle la tachanka. L'ancêtre du char, un Alors, petit peu qui presque. est en fait une sorte de char ou de calèche un petit peu. De calèche qui est donc poussé par 2 ou 4 chevaux, et dessus ils ont mis une mitrailleuse. Et donc ça fait beaucoup de dégâts et ça va très vite. Et donc en 1919, ils ont 250 tachanka. Donc ces petites unités mobiles en fait. Ces petites unités mobiles, et qui va leur permettre aussi beaucoup de victoires. Donc là aussi, en termes juste de chiffres, pour avoir un petit ordre d'idée, Nestor Makhno, il va participer à 200 combats. Donc c'est aussi quand même assez important. Et puis c'est pas un tir au flanc, quand on dit participer, il y est, il se bat. Il est vraiment il est en première ligne. Il est en première ligne. Complètement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est dans leur manière de combattre, étant donné que très souvent, alors, par rapport aux Blancs et encore plus après aux Russes, même s'ils peuvent être numériquement nombreux, très souvent en face, ils sont plus nombreux encore. Et donc, il faut qu'ils rusent. Et donc, ils trouvent des stratagèmes aussi, alors dont un qu'ils aimaient beaucoup, c'était d'organiser des fêtes dans les villages qu'ils voulaient conquérir, qui étaient occupés par les bolcheviks ou les blancs. Et donc, ils se pointaient, alors évidemment, ils étaient sans uniforme, avec les armes dissimulées, etc. Et ils se faisaient passer pour des gens qui faisaient une fête de mariage. Et donc, ils faisaient mine. Alors, ils venaient avec une mariée, ou même parfois Nestor Makhno se déguisait en mariée femme. Et ils faisaient picoler tous les occupants, les bolcheviks, la garnison, les blancs, etc. Ils les faisaient picoler comme des trous de la vodka. Et quand ils étaient assez bourrés, ils sortaient les armes, ils les faisaient prisonniers, et comme ça, ils pouvaient conquérir le village. Et ça, ils l'ont fait plusieurs fois et ça marchait pas mal. Donc une manière de faire la guerre très particulière et adaptée au terrain. En fait, c'est ça qui était intéressant. Donc en effet, il y a même quelque chose qu'on dit, qu'on sous-entend. Alors je voulais te poser la question très simple, est-ce que c'est vrai ou non? On dit presque que Makhno, même s'il se battait aussi contre les bolcheviks de Lénine, a sauvé Lénine et sa révolution, parce que c'est Makhno qui aurait permis aux Russes blancs, donc favorables au tsarisme, de ne pas contrer la révolution. Donc Makhno était le rempart entre les adeptes du tsar et les bolcheviks. Est-ce que c'est vrai que Lénine doit un petit peu le maintien de sa révolution à Makhno? Oui, alors maintenant, la plupart des historiens s'accordent sur ce point. Il faut bien avoir en tête qu'à un moment, les troupes tsaristes de Dénikine étaient à 3 jours de Moscou. Et les bolcheviks, donc avec Lénine en tête, étaient sur le point de partir, de quitter Moscou, de fuir Moscou, en se félicitant d'avoir duré plus longtemps que la Commune de Paris, qui est un épisode de la fin du 19e siècle, et qui a duré pas bien longtemps, de 3 mois. Et donc, en réalité, Makhno, en combattant les Blancs sur le front ukrainien, a véritablement stoppé l'avancée blanche. Et on dit en effet qu'il a pu sauver comme ça les bolcheviks. Donc c'est vrai. Donc c'est vrai. Alors, Nestor Makhno, mais on aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Lui-même, il a été en contact avec Lénine. Alors, tu peux peut-être le raconter maintenant, parce que c'est vrai que le temps est passé très vite. Ça passe très vite. Donc, je veux bien que tu racontes cette anecdote. Maintenant. Alors, Nestor Makhno, comme je te le disais, il crapahute beaucoup. Alors, il se retrouve à Moscou pour voir ses camarades anarchistes et voir un petit peu ce qui se passe. Et pour être hébergé à Moscou, il a besoin d'une attestation de logement. Donc c'est pour te dire déjà aussi le contrôle déjà qu'ont les bolcheviks à cette époque. Et pour avoir cette attestation de logement, il doit aller au Kremlin, donc à Moscou, pour se faire tamponner une sorte de visa, avoir le droit d'être là-bas. Et donc, quand il va au Kremlin, alors c'est un véritable dédale kafkaïen avec des couloirs partout, des bureaux. Enfin, c'est vraiment la bureaucratie lourde communiste.
Et il tombe finalement sur un type qui lui dit « Mais alors, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites ?» Alors Makhno lui raconte un petit peu ce qui se passe en Ukraine. Et le type lui dit « Mais écoutez, c'est passionnant ce que vous me dites. J'appelle Lénine, il faut que vous lui en parliez. » Alors Makhno il dit « Hein, de quoi? Bon, ok, d'accord. Bon. » Et le lendemain, il a rendez-vous avec Lénine au Kremlin. Donc Makhno a rencontré Lénine. Et donc Makhno a rencontré Lénine. Et là, Lénine lui dit, bon, alors, comment ça se passe en Ukraine? Alors non, il lui dit d'ailleurs, il lui dit pas ça, il lui dit comment ça se passe exactement au sud de la Russie. Comment ça se passe dans le sud? Et alors, il lui répète d'ailleurs plusieurs fois ça, et Makhno, ça l'énerve un petit peu, parce que précisément, enfin, l'Ukraine, c'est pas le sud de la Russie, c'est l'Ukraine. Bon, et, déjà à cette époque, c'est très intéressant de voir la différence de perception. Et Makhno lui dit, bah écoutez, très bien, nous on a pris le terme de soviet au mot, hein, le terme de soviet qui est un terme très important en russe, hein, donc, qui veut dire conseil, c'est la traduction exacte. Et cette notion de conseil, c'est tout simplement un terme qui désigne la réunion des travailleurs pour décider collectivement des orientations à prendre. Bon. Donc qui peut rejoindre tout à fait l'idéal anarchiste aussi. On en retrouve déjà dans la révolution de 1905 aussi, enfin bref. Bon. Et Lénine lui dit, mais vous avez rien compris à la signification du terme soviet, hein, et ça c'est une interprétation anarchiste. En réalité, l'interprétation bolchevique, c'est quoi? C'est de dire que c'est le parti bolchevique, qui est l'avant-garde de la révolution, qui doit dire quoi faire. C'est pas les ouvriers et les paysans, en réalité. C'est l'avant-garde, c'est le parti qui dit quoi faire. Et Makhno, évidemment, il n'est pas d'accord avec cette conception de la révolution. Lui, il est pour des formes d'autodétermination, donc avec une conception très, très différente. Et Lénine voit que Makhno commence à s'énerver un petit peu, et Lénine lui dit bon, écoutez, vous êtes quelqu'un de très intéressant. Si tous les anarchistes étaient réalistes comme vous, on pourrait peut-être faire alliance, etc. Mais voilà, rentrez bien chez vous, on se tient au courant, hein, pour faire vite. Donc Lénine adoucit un peu la tournure que prenait la rencontre. Voilà, donc c'était une manière un petit peu diplomatique, parce que derrière, déjà avec Trotsky, hein, qui dirigeait l'Armée rouge, il y avait déjà en perspective l'idée d'éradiquer complètement les mouvements anarchistes, hein, et c'était déjà, il y avait déjà eu une forme un petit peu d'épuration à Moscou depuis quelques mois en réalité. Au point même que Makhno, quand il est au Kremlin, il a un petit peu peur de dire qu'il est lui-même anarchiste, en fait. Alors, le temps est passé très vite, mais c'est un sujet passionnant, donc je dois choisir, sélectionner les sujets que je veux qu'on évoque. Il faut qu'on parle de la fin de Makhno. Ouais. On est un petit peu obligé. Donc, comment ça se termine pour lui en Ukraine, après une armée, un maximum de 250 000 hommes, et plusieurs années de fonctionnement des soviets. Pourquoi ça se termine? Comment ça se passe pour lui? Alors, déjà, ces troupes sont fatiguées au bout de presque 4 ans de guerre civile, et à se battre à la fois donc, contre les tsaristes, hein, et contre les bolcheviks. Parce qu'à un moment, les bolcheviks... alors, il y a des moments où ils font des alliances avec les bolcheviks, et puis finalement, les bolcheviks se retournent contre eux parce que finalement, la conception anarchiste de la révolution leur convient pas du tout, ils veulent reprendre la main. Donc très souvent, ils doivent combattre sur 2 fronts, à la fois contre les blancs et contre les bolcheviks. Et donc au bout d'un moment, ils sont exténués, épuisés, ils ont de plus en plus de morts parmi leurs troupes. Et ce qui n'aide pas aussi, c'est qu'en fin 1919-1920, il y a le typhus aussi qui va décimer une grande partie de leurs troupes. Donc tout ça fait que Makhno décide de s'exiler, de partir, parce que tout simplement, il ne reste plus que quelques centaines de camarades avec lui. Et il va traverser donc l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, etc., pour se retrouver finalement en France, dans des conditions assez déplorables, même s'il est accueilli par des anarchistes à Paris. Et il se retrouve manœuvre chez Renault, donc ouvrier là-bas. Et pour des raisons de santé, finalement,
il demeurera chez lui, donc dans une petite maison avec sa femme et sa fille. Et femme et fille qui finalement le quitteront aussi pour revenir en Russie, enfin, dans des conditions assez terribles. Il en profitera quand même pour écrire ses mémoires. Mais il mourra dans la pauvreté en 1934. Alors il a l'occasion quand même de passer, j'allais dire, le témoin avec des révolutionnaires anarchistes espagnols, à qui il transmettra un certain nombre d'enseignements. Et ces anarchistes espagnols, et bien évidemment, mettront à profit aussi ces enseignements, parce que après, c'est encore une autre histoire, mais la révolution anarchiste espagnole en 1936 est la révolution anarchiste la plus importante qui ait existé dans l'histoire du XXe siècle. Juste avant de terminer et donc de parler aussi en quelques mots de votre livre qui était passionnant, il y a un point dont on a discuté avant d'enregistrer ce podcast que je voulais qu'on évoque, c'est l'antisémitisme réel ou supposé de Makhno, parce qu'il a été accusé, on peut le dire, je pense, par Joseph Kessel, l'auteur, dans un essai qui s'appelait Makhno et sa juive, d'antisémitisme, que la Makhnovtchina, donc tout le mouvement était très antisémite. Même question que tout à l'heure, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors c'est radicalement faux, et maintenant, là encore, tout historien sérieux peut l'attester. Alors il y a plusieurs histoires autour de ce livre de Kessel. On se demande si c'était pas commandé aussi par les bolcheviks pour discréditer Makhno, etc. Déjà à l'époque. Alors, déjà, Nestor Makhno, y compris dans ses mémoires, il raconte qu'il y a une volonté pour lui de lutter précisément contre l'antisémitisme. Il y a même des sanctions qui sont prises, parce qu'il y a en effet des éléments parfois dans ces troupes qui sont clairement antisémites. Il faut se remettre aussi un petit peu dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire qu'en Russie et en Ukraine, il y a des pogroms antisémites qui ont lieu depuis le début du 19e siècle. Mais très vite, Makhno, il a conscience que c'est une faute révolutionnaire d'attaquer les Juifs qui sont pris en fait pour des boucs émissaires. Alors qu'en réalité, il faut s'attaquer aux véritables injustices, etc. Alors, ce qui se passe notamment aussi, c'est que Makhno, il constate qu'il y avait très peu d'antisémitisme avant la Révolution et que c'est quelque chose qui va se développer un petit peu après. Alors, pour plusieurs raisons, qui est celle aussi d'une paranoïa de la part des différents acteurs. À la fois des acteurs révolutionnaires et des juifs aussi. Parce que les juifs, ils ont toujours eu peur depuis plusieurs centaines d'années, mais plus particulièrement dans les dizaines d'années qui précédaient la Révolution. Ils ont eu peur de se faire maltraiter, massacrer par le pouvoir en place, quel qu'il soit, ce pouvoir. Et donc parfois, il y a aussi des maladresses de la part d'acteurs juifs qui peuvent dénoncer des acteurs anarchistes, etc. Donc il y a des ressentiments aussi qui se créent. Et puis, de la part de certains révolutionnaires, il y a aussi toujours cette idée du juif comme bouc émissaire. Donc Makhno va toujours lutter contre ça, à tel point d'ailleurs qu'il aura parmi ses plus fidèles lieutenants des juifs aussi, un des plus grands historiens de la Makhnovtchina, qui est un contemporain qui s'appelle Volin, est lui-même juif. Il était un grand partisan de la Makhnovtchina. C'est lui qui prononcera, je crois, l'oraison de Makhno, il me semble, non? C'est Volin qui parle à son enterrement. Merci beaucoup, Édouard, d'être venu dans le podcast, d'avoir accepté mon invitation. Beaucoup à toi. On a envie de tripler le temps de l'enregistrement et de parler encore plus, c'est frustrant. Je dirais un petit mot quand même sur ton livre pour terminer, donc je le montre ici à la caméra, j'espère que le focus se fera bien. Donc le livre s'appelle Makhno, donc l'épopée d'une Ukraine libertaire. Il est sorti l'année dernière aux éditions Michalon. La collection du bien commun. Collection du bien commun. Il était passionnant, il fait moins de 120 pages, donc je l'ai vraiment lu par-ci par-là en 2-3 jours, en petite demi-heure par petite demi-heure, donc c'est très facile à lire. Donc on apprend l'épopée de la Makhnovtchina, ce que je te disais tout à l'heure,
Parfois, j'avais même l'impression de lire une histoire romancée, tellement c'était... J'ai essayé de l'écrire de la sorte, de ne pas en faire quelque chose de trop universitaire, mais qui donne assez d'informations tout en ayant cette épopée en mélodie derrière. Et ça a très bien fonctionné parce que c'était très accessible. Donc voilà, je peux que vous recommander de le lire. Il coûte 12 €. Donc voilà, c'est une somme assez accessible. Moins de 120 pages, ça se lit très rapidement et c'était passionnant. Grand merci Edouard encore une fois. Merci à toi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire secrète. Ciao.